Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne et notamment sur cette vidéo où on va parler de Dragon Ball Card Game. On va partir du principe que vous avez un deck entre les mains, un deck que vous avez soit acheté tout fait, soit que vous avez fait vous-même, soit en regardant ma vidéo précédente, soit de votre propre côté, et que vous voulez des compléments d'information pour savoir comment on joue à ce super jeu, et donc comment on peut essayer de comprendre les différentes zones de jeu, comment se déroule un tour et comment se déroule un combat. Donc on va démarrer avec cette première vidéo où on va parler du but du jeu, on va parler des zones de jeu. Lors de la vidéo qui suivra, on abordera le déroulement d'un tour. Pour démarrer, je vous propose d'aborder le but du jeu. Alors dans Dragon Ball Card Game, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut gagner contre son adversaire, c'est du 1 contre 1 pour le moment, et pour gagner contre lui, il faut par exemple réduire le nombre de ses points de vie à 0. En début de partie, chacun des joueurs possède, sauf exception, 8 points de vie, et ces points de vie vont être retirés et vont disparaître à mesure que le leader de chacun des joueurs va subir des dégâts. À chaque dégât subi, je vais prendre une carte de ma zone de points de vie et les rajouter à ma main. Alors, je dis des choses qui sont en général. Il va y avoir plein d'exceptions dans ce jeu aux grandes règles de base. Ces exceptions-là, elles seront indiquées sur les cartes. Quand vous avez des informations sur les cartes qui contredisent les règles, c'est ce qui a marqué sur les cartes qui va être prédominant. Donc je dis des choses sans préciser à chaque fois tous les cas de figure qui existent. Si à chaque fois j'explique les exceptions qui confirment la règle, je m'en sors pas et la vidéo fait 6h40, c'est juste impossible. Donc on va partir du principe, donc on démarre avec 8 points de vie, même si c'est pas toujours le cas, et on va partir du principe qu'on se prend pas un coup critique et que quand on perd un point de vie, il va dans notre main. Voilà, ça c'était pour l'aparté. Donc je reprends. À chaque fois que notre leader subit un dégât, on prend un point de vie de sa zone de points de vie et on le rajoute à sa main. Lorsque le 8e point de vie est retiré de la zone, le match est perdu et c'est parti pour la revanche. Il y a une autre manière également de gagner dans ce jeu, c'est de vider le deck de votre adversaire. Alors soit il se le vide tout seul, soit c'est vous qui l'avez aidé avec un jeu qui est orienté autour de ce qu'on appelle la meule, c'est-à-dire de l'aider à vider un petit peu son deck en envoyant ses cartes dans différentes zones. Mais en l'occurrence, le deck qui est ici va se vider au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure qu'on pioche, au fur et à mesure qu'il y a des effets. Lorsqu'il va plus rester qu'une carte dans le deck, lorsque le joueur va devoir la piocher par un de ses effets ou par un effet du leader, même s'il a 8 points de vie, il prend sa dernière carte, il a perdu. Dernière possibilité pour gagner un match que votre adversaire abandonne. Voilà pour les conditions de victoire dans ce jeu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quelles sont les différentes zones de jeu. Pour voir ces différentes zones de jeu, on va utiliser ce tapis qui, comme vous avez pu le voir, en possède un certain nombre qui sont indiqués déjà là. On peut jouer avec n'importe quel tapis, ça n'a pas d'importance, mais faites en sorte d'avoir toujours les cartes quand même qui sont positionnées dans l'ordre requis pour que ça soit lisible pour l'adversaire et puis pour vous et que tout le monde ait les mêmes standards. Donc tout d'abord la zone de leader dans laquelle on va poser, attention spoiler, votre leader. Qu'il soit côté éveillé ou non éveillé, vous le mettez ici. Alors c'est là ou là, peu importe, c'est en haut à gauche. À côté, on va trouver la zone unisson, dans laquelle on va jouer, effectivement, vous l'avez compris, la carte unisson, si on en a une, et au moment où on la joue. La zone de combat, dans laquelle on va positionner les cartes de combat qu'on va jouer, au fur et à mesure. Et dans laquelle on va également pouvoir trouver un autre type de carte qu'il n'y a pas dans ce deck, mais qui va se positionner dans la zone de combat, qui sont les cartes extra de type terrain. Ce sont des cartes qui ne vont pas partir à la fin du tour et qui vont rester actives tant que l'adversaire ne le gère pas ou tant que le joueur n'a pas résolu un effet qui va le sortir. Donc en gros, ici les cartes de combat, ici la carte unisson, ici la carte leader. Sur la gauche, on va avoir la zone de points de vie. C'est ici que vont se positionner face cachée les cartes qui vont matérialiser les points de vie restants à chacun des joueurs. On peut les mettre comme ça, on peut les mettre en carré, on peut les mettre comme on veut. On peut même, si on veut, indiquer avec des dés combien il en reste pour faciliter la lecture pour l'adversaire, notamment si on joue via webcam. Alors vous l'avez compris, l'avantage aussi de se prendre des points de vie parfois, ça peut être volontairement,
parce que ça va avoir deux impacts positifs. Le premier, c'est qu'on va prendre de la ressource en main, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cartes en plus dans sa main, et plus on a de cartes, plus on a le choix des actions qu'on va pouvoir entreprendre, soit appeler des cartes de combat, soit utiliser des cartes de combat pour leur puissance de combo, soit rajouter un deuxième unisson sous notre premier, soit, enfin c'est des choses que vous verrez dans les règles ou qu'on abordera ensemble, bref, soit des extras. En tout cas, plus on a de cartes en main, plus on a d'options pour pouvoir se défendre ou attaquer. Il y a un autre avantage également à un moment donné, se prendre volontairement des points de vie et accepter de prendre des points de vie, c'est que les leaders, pour s'éveiller, c'est-à-dire pour passer du côté dos au côté face, et donc gagner en puissance et acquérir de nouvelles caractéristiques plus puissantes, et bien souvent, ça se fait à partir d'un certain nombre de points de vie. Bref, prendre des points de vie peut parfois être très intéressant stratégiquement. Prendre un point de vie plutôt que de devoir dépenser 5 cartes de sa main, c'est également un calcul qui peut être intéressant à faire, mais ça c'est de la stratégie que vous acquérerez au fur et à mesure à force de jouer. On a vu ces zones-là, on voit maintenant la zone de combo. Alors, la zone de combo, on en parlera un peu plus longuement lors de la vidéo qui sera dédiée au combat, mais en gros, lorsque vous êtes en combat avec un adversaire, si jamais l'attaque n'a pas été contrée, vous avez la possibilité d'utiliser des cartes de combat dans votre main, ou sur le terrain si elles sont en mode action, c'est-à-dire droite, pour augmenter la puissance d'attaque. C'est-à-dire que là, ici, vous avez 10 000 de puissance d'attaque. Si vous avez envie d'attaquer avec plus de force, vous utilisez par exemple celle-ci pour utiliser les 5000 de combo, et puis celle-ci de votre main, et puis celle-ci de votre main. Et au lieu d'attaquer à 10 000, votre adversaire pour défendre, il devra monter plus, puisque là vous attaquez à 15 000, 20 000, 25 000. Donc votre adversaire pour défendre devra au moins mettre 30 000 en face. Encore une fois, on verra ça dans la prochaine vidéo dédiée au combat, mais c'est dans cette zone-là qu'on va mettre les cartes utilisées en combo. En dessous, on a la zone énergie. C'est là-dedans qu'on va positionner à l'envers, face visible, les cartes que l'on met en énergie. C'est ces cartes-là qui vont permettre de payer les coûts, soit de capacité, soit pour appeler et jouer des cartes de combat. Par exemple, celle-ci, elle a un coût de 1. Donc pour la jouer, il va falloir que j'ai au moins une énergie à disposition. Lorsqu'on utilise une ressource en énergie, on l'incline, donc on la tape, on la met sur le côté, et lorsqu'elle est inclinée, ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser. Elle a été utilisée, elle a fourni son énergie. Vous remarquerez que dans le jeu Dragon Ball Card Game, vous n'avez pas de carte spécifique dédiée à la fourniture d'énergie. Comme il peut y avoir les manas dans Magic, ou comme il peut y avoir les énergies dans Pokémon par exemple. Là ici, ce sont vos cartes unissons, vos cartes de combat, vos cartes extra, qu'il va falloir choisir de sacrifier entre guillemets à un moment donné de votre main, pour non pas les jouer pour l'effet pour lequel ils sont prévus au départ, mais pour fournir de l'énergie. Donc ça apporte une dimension tactique extrêmement originale et intéressante, qui au début peut être un peu perturbante parce que c'est quand même surprenant. D'un autre côté, on a toujours en main de quoi mettre de l'énergie si besoin. On n'a pas besoin en se disant « mince, j'ai pas mon mana » ou « j'ai pas ceci ». Non, peu importe la carte que vous avez en main, vous avez la possibilité de la placer en énergie. On n'est pas obligé d'ailleurs d'en mettre une, mais voilà, on expliquera tout ça lorsqu'on parlera des déroulements des tours. Ensuite, vous avez ici votre zone de deck. C'est ici que vont être posées vos cartes face cachée, celles que vous n'avez pas en jeu, celles que vous n'avez pas en zone de vie et celles que vous n'avez pas dans votre main. C'est à partir de là que vous allez piocher vos cartes quand on vous demande d'en piocher. En dessous, la drop area, on appelle ça la zone de dispersion en français. Donc la zone de dispersion, elle va être alimentée comment? Elle va être alimentée, on l'a vu tout à l'heure par exemple, on a lancé un combat, on a utilisé des cartes pour leur combo. Une fois que le combat est terminé, les cartes utilisées en zone de combo vont partir et se retrouver en zone de dispersion. Cette zone-là, ici, en général, elle est toujours vide, elle ne se remplit que de manière ponctuelle pendant un combat, éventuellement, et elle se vide à la fin du combat. Donc c'est une zone qui, d'une manière générale, sera quand même plus souvent vide que pleine. Donc ça part en zone de dispersion. Une carte de combat que mon adversaire va attaquer, et qui va m'attaquer avec plus de force que la mienne, ou alors que je ne vais pas défendre, ou alors qui par un effet va me demander de l'envoyer en zone de dispersion, tout ça fait que quand cette zone quitte la zone de combat, elle va aller également en zone de dispersion. Autre cas de figure, je joue un extra, par exemple mon adversaire attaque,
Moi, je vais faire une contre-attaque qui, vous le voyez ici, va me coûter 1. Je contre-l'attaque. Et une fois que cet extra a fait son effet, c'est-à-dire d'annuler l'attaque et le reste des effets qui sont indiqués sur la carte, et ben une fois que ça a été fait, je la mets également en zone de dispersion. Dernière possibilité pour... enfin non pas dernière, autre possibilité pour alimenter la zone de dispersion, qu'on ait des cartes qui nous disent de mettre la carte du dessus du deck dans cette zone. On a également un système de défausse qui est utilisé par certaines cartes, soit les nôtres, soit celles de notre adversaire, qui vont nous demander de prendre des cartes de notre main et d'aller les placer en zone de dispersion. Vous avez également la possibilité d'utiliser les ressources qui sont là parfois, dans certains cas de figure qu'on verra plus tard, pour payer vos cartes de combat au lieu de payer leur coût d'énergie. Mais pareil, on va pas se perdre maintenant en abordant ça, mais on parlera des espaces-temps un petit peu plus tard. Dernière zone dont on n'a pas parlé, qui n'est pas présente sur ce tapis, qui est la Warp Zone. Donc la Warp Zone, c'est la dimension parallèle. C'est également une zone dans laquelle ça peut être indiqué clairement sur certains effets qu'il faut envoyer telle carte ou telle carte dans la dimension parallèle. Donc vous avez soit des leaders qui vous disent de mettre des cartes de votre deck dans la dimension parallèle, soit des cartes adverses ou pas adverses qui vont vous dire de prendre une carte de votre main ou alors une carte de la zone de combat et de les mettre en dimension parallèle. Voilà pour les différentes zones du jeu. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on aborde comment se déroule un tour et comment on démarre une partie de Dragon Ball Card Game.